Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons reconstituer l'histoire de la campagne de Chine. La campagne de Chine ou Seconde Guerre de l'opium prend place de 1856 à 1860. Mais nous, Français, on est plutôt arrivés dans le conflit vers 1859. Mais bon, commençons par le commencement, le contexte de cette guerre. Tout commence en 1729. Les Qin interdisent l'importation de l'opium en Chine. En 1757, la Compagnie britannique des Indes obtient le droit de culture au Bengale, puis en 65 au Bihar. Bon, comme je disais, la Chine interdit le commerce de l'opium. Mais bon, il y a toujours des exceptions. Le vice-roi de la ville de Canton le pratiquait tout de même. Il faut faire quand même attention, parce que les étrangers qui pouvaient être accusés de le pratiquer étaient condamnés à mort. C'est comme ça que la Compagnie des Indes se crée un véritable commerce en 1816. Bon, il fallait s'y attendre. En 1839 commence la première guerre de l'opium, opposant la Chine contre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie. On va retrouver les mêmes pays pour la guerre qui nous intéresse. D'ailleurs, on dit souvent que la campagne de Chine est le prolongement de la première guerre de l'opium. Le but était d'imposer à l'empire mandchou de la dynastie Qing l'autorisation du commerce de l'opium. Vient ensuite le traité de Nankin en 1842 qui met fin à cette guerre. Il porte essentiellement sur 3 points. La cession de Hong Kong à l'Empire britannique, une indemnité de 21 millions de dollars et 5 ports ouverts pour le commerce avec l'extérieur. On va avoir Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo et Shanghai. Pour continuer dans une bonne lancée, une grande révolte éclate en 1851, celle des Taiping. Elle durera jusqu'à 1864. Bon, passons aux choses sérieuses. En 1854, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis demandent une révision de 2 traités, Wangpu et Wanjia, surtout pour demander la légalisation du commerce de l'opium. Mais la cour impériale rejeta cette demande. Les puissances occidentales comprennent rapidement que seule la guerre pourra amener l'empereur à changer de position. Elles attendent alors un événement pour amener ce conflit. L'événement arriva le 8 octobre 1846. L'incident de Larao. Un officier chinois aborde l'ancien navire pirate, devenu bateau enregistré à Hong Kong, sous pavillon britannique. Oui bon, je vous l'accorde, l'enregistrement est expiré de quelques jours. 12 des 14 hommes d'équipage sont alors capturés, et seulement 9 seront relâchés. Les Britanniques évoquent une insulte au drapeau, car des soldats chinois auraient mis le pavillon à terre. La Seconde Guerre de l'opium commence quand le Royaume-Uni attaque la ville de Canton, en réponse à cet événement. Mais bizarrement, le gouverneur de la province Yiming-Shan ordonne aux soldats chinois de ne pas résister. Les Britanniques prennent alors très facilement le fort voisin. Se sentant chanceux ou même invincibles, ils décident d'attaquer la ville. L'US Levant bombarde même Canton. Mais les soldats et les habitants résistent et forcent l'assaillant à battre en retraite à Yumen. Après cette défaite, le Parlement britannique demande à la France, aux États-Unis et à la Russie de s'allier à eux. Les Américains et les Russes firent des offres d'aide, mais ne les aidera jamais militairement. Tandis que nous, Français, nous les rejoignons après l'exécution du missionnaire Auguste Chaplain par les autorités chinoises en février 1856. Le gouverneur est alors capturé et exilé en Inde, où il mourut 1 an plus tard. L'Alliance garde Canton sous son emprise pendant près de 4 ans. Le traité de Tianjin, en juin 1858, conclut la première partie de la guerre. Les points principaux du traité étaient le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et la Russie auront le droit d'établir des missions diplomatiques à Pékin. Jusque-là, cité interdite. 10 ports chinois supplémentaires seront ouverts au commerce étranger. La Chine doit payer une indemnité au Royaume-Uni et à la France de 2 millions de taels d'argent chacun. La Chine doit payer une indemnisation aux marchands britanniques de 2 millions de taels d'argent. Au début des négociations, les Chinois refusent de ratifier. En novembre, le gouvernement central accepte de légaliser le commerce d'opium. La ratification a lieu 1 an après cela, mais les Chinois laissent traîner les choses.
L'Angleterre et la France décident d'utiliser à nouveau la force pour faire pression. 11 000 Britanniques et 8 000 Français embarquèrent pour les eaux chinoises. Parmi tout ce petit monde, on va retrouver l'état-major, le service topographique, l'artillerie avec les pontonniers, les fusiliers et les armuriers, le génie et une section d'ouvriers, la gendarmerie, des chasseurs d'Afrique espahis, le train, la marine, les troupes d'infanterie avec des chasseurs à pied, de l'infanterie de marine et de ligne. Sans oublier les services d'administration et de services religieux. D'ailleurs, il y avait aussi des cantinières. Comme dans toutes les campagnes, elles suivaient leurs troupes. Le total des troupes s'élève alors à 7 480 hommes, officiers non compris. À cela s'ajoutent les 30 magnifiques pièces d'artillerie. 12 du calibre 12, 12 du calibre 4 et 6 de montagne. Bon, il en fallait des bateaux pour amener autant de soldats. Le 5 décembre 1839, les bateaux suivants partirent de Toulon, au cri 1000 fois répété de « Vive l'empereur et vive la France ». Il y a donc l'Entreprenante, la Dryade, le Jura, la Nièvre, la Loire, le Calvados, le Rhin, la Garonne et l'Isère. Dans les premiers jours de janvier partirent la Reine des Clippers, le Dupéré, le Rhône, la Forte, la Vengeance, la Persévérante et l'Andromaque. Sur les bâtiments, les soldats mangent la merveilleuse confection du maître coq. Le repas, une soupe aux lentilles avec des haricots ou de la pomme de terre. Ou encore avec du bœuf salé ou du lard, avec de l'eau douce. Bien évidemment, on n'oublie pas son doigt de vin. Alors, ça fait rêver, non? Pour la soirée, ça se déroule à peu près comme à Sully. En général, on chante. Chacun dit son couplet. Bien ou mal, un air du pays, ou les bottes de Bastien, peu importe. Quand le plus vieux de la bande a débourré sa 17e pipe, on se couche. C'est facultatif. Quelques-uns se promènent toute la nuit, ne pouvant dormir. L'armée avait 6000 lieues pour se rendre en Chine, ne s'arrêtant qu'au cap de Bonne-Espérance, avec seulement 200 permissions par jour et par navire. Et bizarrement, il n'y a eu que très peu de morts sur les navires, seulement 39. La seconde partie de la guerre débute en 1859, avec le refus de la Chine d'établissement d'ambassade à Pékin, comme stipulé dans le traité de Tianjin. Comme réponse, les forces navales encerclent les forts de l'embouchure de la rivière Heihe, mais sont obligés de sonner retraite. Au soir du 7 octobre 1860, les forces françaises arrivent à Pékin et sont rejoints par les Britanniques le lendemain. Les troupes franco-britanniques pillèrent les deux palais d'été, l'ancien et le nouveau. Le 18 octobre, ils sont incendiés par les Anglais, en représailles de l'exécution d'une vingtaine de prisonniers européens et indiens. L'incendie dura 3 jours et détruit totalement l'ancien palais. Cependant, Pékin n'a pas été pris. Les troupes restent cantonnées à l'extérieur de la ville. Le 18 octobre 1860, le frère de l'empereur ratifie le traité de Tianjin à la Convention de Pékin, mettant un terme à la Seconde Guerre de l'opium. La Convention de Pékin inclut la reconnaissance par la Chine du traité de Tianjin, la cession du district de Kowloon au Royaume-Uni, la liberté de culte en Chine, l'autorisation pour les navires britanniques d'amener de la main-d'œuvre chinoise à l'étranger pour remplacer les esclaves récemment affranchis. Le paiement aux Britanniques et aux Français d'une indemnité augmentée à 8 millions de tils d'argent chacun. Et c'est comme ça que se finit la campagne de Chine. Et maintenant, apprends l'uniformologie en s'amusant. Notre brigadier d'artillerie porte la tenue de campagne, utilisée en Chine due aux conditions climatiques. Il porte la veste en drap de laine réglementaire et un pantalon de travail en toile. Il a troqué son képi pour un chapeau local en paille, plus pratique. Nos marsouins portent la tenue typique pour la Chine. Notre officier porte la tenue avec un port du col ouvert toléré pour plus de confort. Il porte 2 nœuds hongrois sur les manches pour indiquer son grade, ici, lieutenant. Il est décoré de la médaille de la Baltique de 1854. Pour aider à supporter le climat, il possède un pantalon blanc et un chapeau en paille. Le sabre est celui d'officier de marine, spécifique. Notre marsouin porte un pantalon blanc, ainsi que la blouse blanche, utilisée en métropole par tous les régiments pour les corvées.
mais bien adapté aux conditions climatiques. L'équipement se compose d'un ceinturon en buffle blanc et d'une giberne d'infanterie. Il porte un chapeau local, le protégeant du soleil. Et il est armé de la carabine de chasseur. Pour le reste des troupes, le fonctionnement est le même. La tenue est adaptée au climat, car dans le règlement, rien n'est prévu pour de telles chaleurs. Les soldats ayant combattu dans la campagne de Chine recevront 7 médailles. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Et surtout, n'oubliez pas de reconstituer l'histoire. Le chasseur.